Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, une émission où on accueille des auteurs et des autrices des Laurentides pour faire connaître ces belles plumes et ces beaux propos pour lesquels ils écrivent. Aujourd'hui, nous recevons Joëlle Monzé. Joëlle et moi, nous nous sommes connus dans un monde journalistique où depuis le début, nous nous sommes entendus sur la cause, évidemment, qui l'embrasse. Joëlle Monzé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Docteur en neurosciences, expert scientifique, formateur, conférencier, directeur fondateur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, Institut de psychologie et neurosciences, professeur associé au département de pédiatrie et de psychiatrie de l'Université de Sherbrooke. C'est un large éventail pour une seule personne, mais l'important, c'est que tu dis, on va se tutoyer, Joëlle, puisqu'on se connaît. Une vie construite pour que mes passions soient au cœur des sphères de ma vie. Quelle est cette passion, Joëlle? Mais je crois que j'ai eu la chance ou la malchance, c'est selon le point de vue que l'on a, d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle dans laquelle la violence était quotidienne. Au début, beaucoup de violence physique, c'est devenu de la violence psychologique au fur et à mesure quand on a grandi. Mais d'avoir vu le non-sens de ce que représentait cette éducation m'a probablement poussé à, ne pas ressembler à mes parents. Et pour ne pas ressembler à mes parents, on fait comment? Et c'est là qu'il y a eu une recherche à travers des livres, à travers des téléséries, à travers des films, à travers des études au fur et à mesure du temps, à découvrir, à développer des alternatives justement, cette manière d'éduquer l'enfant où on croit que l'adulte doit nécessairement s'imposer pour que l'enfant puisse arriver à suivre les consignes qu'on lui donne, ou l'inverse, d'être complètement laxiste, parce que le laxisme, c'est aussi une forme de violence, pour que l'enfant se développe sans aucun moyen de pouvoir arriver à trouver des points de repère. Ce qui fait qu'il y avait quelque chose à développer, et c'est là que les neurosciences, la psychologie, la pédagogie se sont placées les unes avec les autres pour moi, et que j'ai fait en fait une carrière assez hétéroclite. Avec des écrits extrêmement pertinents. D'abord, on commence avec des écrits, bon à savoir, j'adore d'ailleurs le titre « Qu'est-ce que le cerveau a dans la tête ?» toute la façon, toute la dynamique finalement, j'imagine, du cerveau, comment il fonctionne à différents âges aussi, parce qu'on sait que le cerveau n'atteint pas sa maturité avant, étonnamment, 40 à 45 ans. 45 ans. Alors, on n'est pas sorti du bois, il ne faut pas croire qu'on sait tout. Quand on est à peine dans la vingtaine et la trentaine, on a toujours de quoi retravailler et être. Et il y a surtout une grande ouverture, et c'est peut-être par l'expérience, évidemment, une grande ouverture vers les enfants et vers les adolescents, les jeunes. Pourquoi cette cause particulière? Parce qu'évidemment, tu as été un enfant dans une famille dysfonctionnelle. Est-ce que tu t'es senti tout de suite interpellé par cette, pas une clientèle, ces patients fragiles, vulnérables que sont les enfants et les ados? Est-ce que c'est tout de suite vers là que tu as voulu aller mettre ton énergie? Mais j'aurais envie de dire oui, sous deux aspects. Le premier, c'est que quand on grandit dans un environnement extrêmement violent, il y a un questionnement automatique qui se pose, mais c'est quoi le sens de la vie? Et quel est le sens de ma vie? Donc très tôt, c'est venu comme type de questionnement, et les réponses sont apparues à travers l'implication humanitaire. Alors l'implication humanitaire, souvent, on imagine d'aller, en Amérique du Sud, ou d'aller en Afrique, ou dans certains pays asiatiques, pour aider des OBNL ou des OSBL qui viennent en aide concrètement. Mais j'ai toujours été frappé, dès le début de mon secondaire, par la souffrance qui pouvait y avoir, même à côté du collège, par exemple, où je faisais mon secondaire. Je me souviens qu'un de mes professeurs m'avait dit: vous rendez-vous compte qu'à même pas 50 mètres de la porte de l'école, il y a une petite ruelle. Et dans cette ruelle-là, il y a un degré de pauvreté qui est inimaginable. Donc, on était dans un collège dans lequel la plupart des gens vivaient relativement décemment sur le plan financier, parce que les papas et les mamans avaient suffisamment d'argent, mais la pauvreté était aux portes de l'école. Et c'est vraiment une phrase qui m'est restée beaucoup, puis dans la volonté d'essayer justement de trouver ma place et de me construire, il y avait, OK, comment est-ce que je le fais? Et l'autre chose aussi en parallèle, c'est que je suis tombé en amour avec une télésérie qui s'appelait Pause Café,
C'est Georges Coulonge qui a écrit le scénario, qui s'en est devenu des romans par la suite, que j'ai dévoré au moins 10 fois chacun par la suite, parce que c'est vraiment pour moi des romans fondateurs, où c'est une travailleuse sociale, on appelle ça en Belgique ou en France une assistante sociale, qui travaille dans des écoles je dirais secondaire, mais 15 ans et plus, avec des jeunes en difficulté et qui intervenaient et puis qui prenaient la posture, moi je défends les jeunes. Les adultes, ok, vous avez vos responsabilités, vous avez vos logiques, vos manières de concevoir, mais vous n'écoutez pas les jeunes. Les jeunes sont en train de crier leur détresse, y compris dans des milieux cossus où les gens, où les parents vont avoir assez d'argent pour pouvoir vivre de manière décente. Et donc, c'est, hey, oui, mais ça représente ça. Donc, probablement, je me sentais interpellé par Joëlle Mazar, qui est la travailleuse sociale, et par cette envie-là. Et donc, ben, bon an, mal an, j'ai eu le goût de m'impliquer. J'ai commencé à essayer d'aider des gens dans le collège ou d'autres projets de cet ordre-là. Et au plus je me rendais compte que je rentrais en syntonie avec la souffrance ou la détresse de certains jeunes que j'accompagnais, plus je me rendais compte que ça pouvait être aussi porteur de sens. C'est que oui, la détresse est là, puis pour l'instant, ça fait un nombre de mois incalculable dans lequel on est en crise. Et nous y reviendrons particulièrement. Probablement, mais on peut... Une des choses qui est le plus marquant pour l'instant, c'est l'absence de sens pour les enfants. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on parle justement à ce point de jeunes qui seraient éventuellement sous antidépresseurs, même à l'école primaire, mais parce qu'il y a une perte de sens. Donc, si je reviens avec les pertes de sens que moi je vivais quand j'étais adolescent, le fait d'avoir commencé à ouvrir sur cette petite fenêtre de, OK, comment est-ce qu'on crée du sens dans des choses qui n'en ont pas? Et ça veut dire comment est-ce que je suis capable, avec une situation qui est dramatique, qui est blessante, dans laquelle on en prend plein la figure, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça devienne un tremplin? Et ce sont des facteurs de résilience. Donc, comment est-ce qu'on peut développer des facteurs de résilience chez les gens? Et donc, petit à petit, ben, c'est là, bon an, mal an, que j'ai continué mes recherches. Il y a donc beaucoup de... Il y a un côté, évidemment, scientifique très important, mais il y a tout de suite un élan, justement, vers les jeunes, et j'attire l'attention sur ces livres-là particulièrement. J'ai juste besoin de votre attention. J'ai juste besoin d'être compris. Et d'ailleurs, il a été repris en deuxième phase. Et il y en avait un troisième. Et si on les laissait vivre? Et si on les laissait vivre? Moi, ces livres-là, et il y avait aussi le développement, soutenir le développement affectif de l'enfant. Donc, ça a commencé par un, puis par l'autre. Et on est allé, au fur et à mesure de tes publications, on voyait que là, on allait plus profondément, c'est-à-dire, là, tu sonnais comme des alarmes. OK, là, l'adolescent, là, ou l'enfant, là, il a juste besoin d'être compris. Il a juste besoin de votre attention. Et puis, si on les laissait vivre, alors là, tu as eu une montée de plus en plus d'attention pour sonner des cloches. Et le prochain sera encore plus profond là-dedans. Il est sous embargo pour l'instant, mais on va aller encore plus loin là-dedans. Excellent. Donc, amène-nous sur ce terrain-là, parce que c'est, malheureusement, on pourrait parler pendant des heures, mais je veux vraiment qu'on aille là, avec tout ce qu'on vit, parce que ce sont des livres d'une grande actualité pour aider nos jeunes et nos enfants en ce moment, puis on en entend plein la tête, mais il y a aussi les parents là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu as voulu, quel chemin as-tu voulu faire prendre dans les réflexions des gens avec ces livres-là qui vont directement sur les besoins de l'enfant? Besoin d'écoute, besoin d'être compris, besoin d'être tout simplement, sans toujours être évidemment à la minute, etc. Emmène-nous sur ce terrain. Mais je dirais que j'ai répondu à mes premières entrevues radio quand j'avais 18 ans pour un projet social qui essayait d'attirer l'attention de nos gouvernements par rapport à une diminution des services que l'on donnait dans les écoles. Et c'était les enfants qui allaient avoir, qui allaient avoir, ça s'appelait, on a créé un organisme qui s'appelait Conscience des étudiants. Donc, on était un groupe de jeunes de 17-18 ans, puis on a réussi à attirer l'attention, en fait, des aînés, aînés étant les gens, parents, grands-parents et arrière-grands-parents, pour justement cette cause-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a toujours mobilisé. Tu as été très jeune, allumé sur ça. Tout à fait, exactement. Puis, au Québec, je suis beaucoup dans les médias depuis 98, surtout dans le domaine autour de la recherche au départ. Puis, à partir de 2004, j'ai commencé à accorder des entrevues sur, justement, les difficultés que les enfants avaient pour trouver leur place. Et fréquemment, il y avait des critiques de la part d'autres experts qui se réfugiaient dans des études scientifiques bien faites, probablement, mais peut-être
tellement bien faites dans un laboratoire qu'ils en ont oublié la réalité du terrain. Et puis moi, je ramenais la réalité du terrain. Donc, j'ai voulu rentrer dans, OK, neurosciences et psychothérapie. Que faire des ponts entre les neurosciences, mon doctorat, et ce que j'avais fait auparavant, la psychologie, la pédagogie et ainsi de suite. Et en me disant, ben, une fois que j'aurai démontré mes preuves que le bagage scientifique il est solide en arrière, je vais pouvoir parler plus facilement. En même temps, les gens me disaient, oui, mais on fait quoi à la place de donner du Ritalin? Donc, il y a à ce moment-là, soutenir le développement affectif, où ça s'adresse plus aux intervenants et au personnel scolaire. Ben voilà ce que vous pourriez faire avec les enfants, plutôt d'envisager qu'il y a nécessairement un trouble neurodéveloppemental derrière le comportement problématique de l'enfant. Et puis, petit à petit, ça m'a amené à creuser de plus en plus, parce que dans ma pratique clinique, je travaille pas dans un CLSC ou dans les hôpitaux où peut-être que les parents auraient besoin d'aide et nécessairement... Ça, c'est ton institut du développement de l'enfant et de la famille. Okay. Non, j'accompagne des enfants, j'accompagne des adultes. Je suis au privé, donc autrement dit, ils vont payer une consultation pour avoir accès à l'expertise que j'ai développée. Et là, je me rends compte que souvent, il y a une mécompréhension de l'enfant, pas juste au niveau du papa et de la maman, mais surtout des institutions. On va parler de la DPJ, on va parler des écoles, on va parler même parfois des structures sociales que l'on met tout autour. On a de la difficulté à voir ça. Et les recherches en parallèle me montrent une chose. Une des raisons pour lesquelles on donne si facilement du Ritalin à des enfants, c'est parce que quand on voit un enfant qui souffre, ça ramène automatiquement notre propre détresse de l'enfant que nous avons été dans le passé. Et c'est parfois dur d'accepter, de vibrer, d'être en syntonie avec cette souffrance-là. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent à être médicamentés pour taire la difficulté de l'adulte à accompagner son jeune, que ce soit dans une classe, que ce soit comme intervenant de la DPJ, que ce soit comme parent. Et donc, si on comprend mal l'enfant, comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à retrouver sa part de bonheur et comment est-ce qu'on peut aider l'adulte à comprendre c'est quoi les besoins de l'enfant? Donc, tu es en train de me dire qu'il faut commencer, qu'il y a un travail sur l'adulte à faire aussi bien que l'enfant, puisque le comportement de l'enfant est fort probablement aussi le résultat, entre autres, pour ne pas accuser tout le monde ou pointer tout le monde, les gens du doigt, vient entre autres de l'entourage adulte de l'enfant, que ce soit à l'école, à la maison ou autre, qu'eux-mêmes ont besoin de sortir d'une certaine détresse ou mauvais entendement de ses propres émotions, etc. Comment peut-il faire l'enfant? Alors, là, il y a un lien très, très fort, qui est évidemment. Nécessaire. Et c'est de ça. C'est sur ça que tu te concentres beaucoup, n'est-ce pas? Parce que quand tu dis que tu es beaucoup dans les médias, en effet, tu es beaucoup à la radio, à la télévision, tu es en conférence, etc. Et c'est beaucoup sur ça que tu travailles. Et on ne parlera pas des 2 dernières années de pandémie qui ont dû faire exploser le phénomène encore plus parce que là, on se retrouve dans un vase clos. Alors, les enfants à la maison, etc. Et puis, dans une ambiance, c'est terrible. Alors, qu'est-ce que la pandémie, justement, des 2 dernières années, a amplifié de tout ce phénomène-là, ce phénomène problématique d'entente et de compréhension entre adultes et enfants, qu'ils soient parents, professeurs, quoi que ce soit. Qu'est-ce que Je ça... dirais qu'il faut le voir à 2 niveaux. Il faut le voir au niveau du terrain dans lequel, oui, il y a de plus en plus de gens qui sont en détresse. Et ça va avoir un impact automatique sur les enfants et les adolescents qui sont dans nos maisons, dans nos classes, dans nos quartiers. Mais en même temps, ce que j'aurais envie de nommer, c'est que j'ai jamais vu autant de soucis de la part de ministres et de la part de la santé publique de pouvoir essayer de diminuer le degré de détresse sur le terrain. Et des choses pour lesquelles... Je te ferais presque répéter ceci, moi. Des choses pour lesquelles, tu sais, quand je parlais de bienveillance, même déjà dans les années 2000 ou début des années 2010, on disait, quand il y avait par exemple des professionnels de la santé qui voulaient m'avoir comme formateur, on disait, non, Monzet, il est ésotérique. Ésotérique? Ésotérique? Oui, pourquoi ésotérique? Ben oui, je parle d'amour. Je parle de l'importance de la bienveillance. Et pour beaucoup de gens, c'était de l'ésotérisme dans le domaine de la santé. Pourquoi? Parce que ça ne se mêle pas, ça, santé, éducation, et puis bienveillance, mais parce que beaucoup amour, de gens confondent la santé avec la non-maladie, premièrement. Donc, même quand on parle de santé mentale, c'est le contraire à la rigueur des troubles psychiatriques. Il y a une grande confusion par rapport à ça, ce qui limite automatiquement la mobilisation du système à répondre de manière préventive ou de manière globale autour. Puis, il
faut comprendre que la violence que nos enfants vivent, qu'on vit aujourd'hui, ou la crise dans laquelle on est, c'est tellement complexe, c'est tellement difficile d'arriver à se faire une tête sur ce qui est en train de se passer, et c'est ce qui serait le mieux. C'est certain que si je suis infectiologue, probablement que dans une perspective d'infectiologue, la manière dont on a géré la crise depuis mars 2020 est adéquate. Mais je ne suis pas infectiologue. Ouais. Moi, je suis un expert dans le domaine psychosocial. Ouais. Donc, automatiquement, je vois le dégât que ça peut avoir. Et en même temps, ben, je vois que la santé publique, oui, on va voir Horacio Arruda ou le docteur Boileau actuellement, qui est très, très en vue, mais il y a aussi plein de gens qui font des pivots entre les CI3S et les écoles, qui essaient de sensibiliser, en fait, les écoles à l'importance de la bienveillance, l'importance de prendre soin de nos jeunes, l'importance de considérer l'anxiété dans laquelle ils sont plongés. Il n'y a pas si longtemps, je faisais une conférence, il y a une quinzaine d'années, je faisais une conférence dans un hôpital qui est très connu et je parlais de la différence entre les symptômes de l'anxiété et les symptômes du TDAH. Et pendant ma conférence, il y a un pédiatre connu dans cet hôpital-là qui s'est levé et dit « Non, non, c'est les petits Français qui sont anxieux. Nous, au Québec, ils ont un déficit génétique qui fait en sorte qu'ils ont un TDAH. » Donc, il y avait une incompréhension dans le milieu médical de la réalité qu'un enfant peut faire. Et c'est comme si on prenait des données scientifiques peut-être très utiles parce qu'elles nous aident à conceptualiser les choses, peut-être très adéquates en fonction des données que les chercheurs sont allés prendre dans leur laboratoire ou dans leur site d'observation. Mais tu sais, si je te demandais comment pourrais-tu décrire scientifiquement l'amour que tu as pour tes enfants, tes petits-enfants, c'est quoi les variables sur lesquelles tu vas jouer? Donc, il y a un décalage entre le monde de la recherche et le monde de la vraie vie. Quand on parle de bienveillance, quand on parle d'amour, quand on parle de respect, quand on parle d'action non violente, mais c'est difficile de le quantifier. Donc, c'est plus facile de dire que ça n'existe pas ou de le mettre de côté. Et d'y aller avec un médicament parce que le médicament va forcer une réponse. Et c'est vrai qu'un enfant qui bouge peut-être un peu trop dans une classe, certes, c'est dérangeant, mais pourquoi est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il bouge parce qu'il y a éventuellement un trouble neurodéveloppemental? Est-ce qu'il bouge parce qu'il a l'impression de disparaître dans la classe? Est-ce qu'il bouge parce que quand il bouge, bien, au moins il ne se fait pas frapper parce qu'on le voit? Et là, on va voir beaucoup d'adolescents ou d'adolescentes qui ont subi des abus, qui vont prendre beaucoup de place dans nos classes au secondaire parce qu'au moins, quand le professeur les chicane, bien, il y a moins de risques qu'ils soient intimidés. Il y a moins de risques qu'ils soient frappés. Il y a moins de risques. Et donc, à ce moment-là, il y a des raisons pour lesquelles nos jeunes s'expriment dans la manière dont ils le font. Et est-ce que nous, les adultes, même si on a une charge mentale qui est importante, on a une vie, nous aussi, de plus en plus complexe et de plus en plus difficile, comment est-ce qu'on peut s'arrêter et prendre le temps d'essayer d'écouter la détresse des enfants, des adolescents, des jeunes parents, parce que quand tantôt on parlait que le cerveau atteint sa pleine maturité entre 40 et 45 ans, bien, ça veut dire deux choses. Ouais. La première, c'est qu'on fait la moitié de notre carrière avec un cerveau incomplet, mais surtout, c'est que 95% des parents, j'exclus peut-être un 5% de papas qui deviennent papas sur le tard, mais on devient parent à un âge où notre cerveau n'a pas encore toutes les ressources nécessaires pour arriver à tempérer les stressors dans la vie dans laquelle on est. Donc, ça fait des parents plus vulnérables et certains qui ont vécu de la violence deviennent plus fragiles et peuvent à ce moment-là devenir violents. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, de sortir pour arriver à reconstruire une communauté saine. Dans tes sorties médias, donc médias, conférences, etc., médias, radio, télévision, quand on t'appelle, quand on te parle, etc., quel est le message que tu essaies de réduire en quelques minutes, parce que c'est jamais assez long et on va le vivre encore aujourd'hui, mais je vais aller dans le cœur de la leçon, quel est le message que tu essaies de propager à ces gens, à ces adultes, pour aller dans le sens, justement, de la bienveillance envers les gens, mais aussi de la bienveillance envers eux-mêmes. Qu'est-ce que tu envoies comme message? Sur quoi tu te concentres? Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu viens de dire de la bienveillance envers soi-même. On ne peut pas être bienveillant vis-à-vis des enfants si on n'est pas bienveillant envers nous, parce que ça passe par nous. Nous sommes le pilier. Les enfants ont besoin de piliers, ont besoin de modèles. D'accord? Quand tantôt je parlais de Joëlle Mazar, qui est un personnage fictif de romans et de téléséries, pour moi, c'était un modèle. C'est une jeune femme de 22, 23 ans qui, quand j'avais 12 ans, devenait pour moi « wow », tu sais,
non seulement elle m'inspire parce qu'elle me parle, mais elle m'inspire à devenir quelqu'un comme elle qui va prendre soin des autres plutôt que d'utiliser la violence, par exemple, pour manifester l'angoisse qui est à l'intérieur. Donc, prenons le temps de prendre soin de nous-mêmes, parce que c'est en prenant soin de nous-mêmes que nous allons être capables de prendre soin des gens qui sont autour de nous, que ce soit les aînés ou les jeunes enfants, parce que c'est l'ensemble des gens qui sont bousculés. Je crois qu'on a été tellement loin ces derniers mois dans une vision de laboratoire, parce qu'on voulait avoir des données scientifiques pour comprendre ce qui se passait. Je le comprends sur le point de vue scientifique, mais on a oublié nos aînés dans les CHSLD, dans les RPA. Oui. On a oublié nos enfants dans les écoles et dans les familles. Et oui, en parallèle, il y a plein d'autres choses qui ont été faites. Je disais tout à l'heure que une raison, par exemple, pour laquelle on a rouvert les écoles au mois de mai 2020, après la première partie de confinement, c'est parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient malmenés à la maison, parce que les parents privés de leur distraction habituelle, peut-être plus de travail, peut-être perte d'emploi. Oui, il y a eu la PCU qui a peut-être aidé momentanément, mais on s'entend que ça ne règle pas tout. L'alcool, le pot, toute une série de choses. Donc, il valait mieux sortir les enfants d'école primaire. Et ça, c'est la famille. Oui, ça, c'est le côté familial. Mais quand tu dis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Joël, mais parce que là, c'est la question familiale. Fait qu'on comprend bien que dans cette bulle, il faut prendre soin de soi, il faut être à l'écoute, se partager, mais aussi bien adultes qu'enfants, il y a tout un travail à faire. Mais quand tu parles au ministère de l'Éducation, par exemple, ce que tu as beaucoup fait dernièrement, là, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de quelle dynamique parle-t-on sur le plan de l'éducation à l'école? Parce qu'ils passent quand même beaucoup de temps là. Et là, on travaille beaucoup le masque, parce que c'est vraiment le masque, c'est le manque d'expression, le manque de... Hein, c'est de se cacher, ça devient terrible pour les jeunes, les enfants. Qu'est-ce que tu dis au monde de l'éducation? Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que premièrement, le masque, c'est une décision de la santé publique. Ça n'a rien à voir avec Jean-François Roberge à l'éducation. Ouais. Donc, mais on tente de le faire enlever pour le mieux-être des enfants. Tout à fait. Parce que oui, il y a quelque chose qui est là. Le masque, c'est probablement quelque chose qui a rassuré les adultes. Parce que c'est quelque chose de concret face à l'abstrait qui est un virus. Donc, on a pris beaucoup de mesures pour protéger les adultes, y compris les aînés qui étaient en mauvaise santé, et on a peut-être oublié de prendre soin de nos jeunes. Tu sais, quelque part, si j'avais un problème au niveau de mes reins, j'interdirais à mon fils de me donner un sérum. Par contre, je donnerais mon rein sans problème à mon fils. Ça, c'est ma conceptualisation des choses. C'est-à-dire que l'adulte doit protéger l'enfant et ce n'est pas à l'enfant de protéger l'adulte malgré tout. Mais c'est certain que je suis en porte-à-faux avec les infectiologues qui, eux, voient les enfants comme étant des vecteurs de transmission. Donc, ce qu'il faut ramener, c'est et si on prenait soin de nos enfants, si on prenait soin de nos adolescents. Tu sais, quand on a réouvert les écoles au mois de mai, une des choses qui avait été extraordinaire, c'est que les petits groupes faisaient en sorte que même si des enfants avaient du retard accumulé, le fait d'avoir un lien privilégié avec leur professeur, parce qu'ils étaient maximum 10, eh bien ces enfants-là ont commencé à raccrocher dans le groupe. À partir de septembre 2020, on a repris des classes plus ou moins normales, surtout au niveau du primaire et dans le secondaire, il y avait des classes hybrides éventuellement, et on a revu en fait une séparation entre les deux groupes. Donc les enfants qui ont plus de difficultés parce que papa et maman vont pas bien, parce qu'ils ont des problèmes d'apprentissage, parce qu'ils ont des difficultés à gérer leurs émotions, l'écart c'est complètement, redensifié. Et ça revient à l'importance du lien, l'importance d'être en relation avec l'autre, l'importance de d'abord construire quelque chose pour être des êtres humains dans lequel l'apprentissage scolaire vient en second. C'est pour ça que je suis allé dans l'éducation il y a 30 ans et c'est pour ça que j'ai, après une année, décidé de m'en aller parce que je me rendais compte que j'étais beaucoup trop déphasé par rapport au milieu. Parce que pour un enseignant, bien souvent, puis je ne reproche pas aux enseignants, ils sont formés comme ça. D'accord? Et eux-mêmes l'ont vécu comme enfants, c'est qu'on met le scolaire avant tout le reste, alors que c'est normalement le reste qui devrait être avant le scolaire. Donc, tu es en train de dire, rentrons un peu plus d'humanité, si tu veux, à l'intérieur et de relations humaines à l'intérieur de l'éducation. Et dans notre système d'éducation, ça se traduit de quelle façon? Pour moi, ce sont des outils d'apprentissage pour les parents, pour les éducateurs, pour les entraîneurs, à tous les niveaux. Ça répond comment? Ça sonne comment? Est-ce que ça devient des outils pédagogiques de donner l'aspect humain, d'être plus en relation
Personnaliser, c'est bien difficile quand tu as peut-être bien des élèves, mais ça se traduit comment en éducation? Il nous reste 2 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le ministère de l'École, c'est le ministère de l'Éducation. L'éducation. Au même titre qu'on n'a pas un ministère de la Santé, un ministère de la Maladie, mais un ministère de la Santé. Ouais. Donc, il va falloir parler vraiment de santé globale et d'éducation. Et l'éducation, c'est beaucoup plus large que simplement ce qui se passe au niveau de l'école. Et il y a une volonté de la part du ministère. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça. Et il y a une ouverture, il y a une cette volonté, ouverture qui est là une et qui n'était compréhension. peut-être pas aussi tangible il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a une volonté que ce soit vraiment de l'éducation. Et par exemple, une des choses qui a été faite dans le courant de l'année dernière, c'est que le ministère de l'Éducation ne pensait pas que c'était important de prendre soin des professeurs. Ah. Et il y a eu un travail avec l'équipe de Jean-François Roberge pour aider le ministère à comprendre que si on veut que les enfants aillent bien dans les écoles, il faut que les profs aillent bien. Évidemment. Donc, et ça ces profs-là sont des parents, Exactement. et ces parents-là ont des enfants, etc. Ça a amené des changements de paradigme, ça a amené des changements de compréhension parce qu'on est peut-être allé tellement loin dans un côté absurde sur le plan relationnel entre les gens que maintenant, on peut reconstruire. Et on ne reviendra pas au monde d'avant, mais pas comme les infectiologues le parlent. Moi, j'ai envie de dire, c'est que l'expérience de 2 ans et puis peut-être encore les prochains mois qui s'en viennent va faire en sorte qu'on va peut-être revenir à l'essence même de l'être humain. En tout cas, c'est une belle porte d'ouverture sur absolument. ça, avec une volonté de plein d'experts dans le domaine psychosocial et dans le domaine pédagogique pour pouvoir aller vers ça. Alors, espérons que le lien se fasse, que la compréhension se fasse, que tous ces beaux écrits, tu es sur quoi là présentement? Bien, en fait, je suis sur autour de la réussite éducative. C'est quoi la réussite éducative? Mais je n'irai pas plus loin que dans ce que la réussite j'ai dans éducative mon n'étant livre pas seulement des notes ou j'espère des évaluations, ça comprend sûrement un large spectre. Tu continues tes tournées, tu réponds aux invitations, tu sembles, c'est important pour toi de parler de ça, de sensibiliser les gens, de leur offrir par la lecture ou par tes paroles ou par tes conférences une porte d'ouverture. Joël, merci. Nous pourrions parler de ça pendant des heures, n'est-ce pas? Mais je suis contente qu'on soit allé au cœur de ce qui est, et le mot c'est bienveillance, enfant, adulte, chacun pour soi et ensemble, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. Un grand merci et à la prochaine. J'espère qu'on aura l'occasion de redévelopper, de se revoir dans quelques temps, voir où on est rendu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une autre émission où on n'a jamais assez de temps d'aller profondément dans ce qu'on veut vraiment traiter, mais vous avez une panoplie de livres ici qui sont extrêmement instructifs, réconfortants, éducatifs et qui font du bien. Alors, au plaisir de vous revoir. Vous pouvez voir cette émission sur le site de la TVCL ou sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. À la prochaine.